Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le Conseil des ministres a adopté le lundi 9 juin à Kinshasa 4 nouveaux projets de loi, dont celui relatif à la révision de certains articles de la Constitution. Les autres textes portent sur les processus électoraux. Et selon les porte-parole de ce gouvernement, M. Lambert Mende, ces réaménagements permettra de doter chaque niveau d'élection des dispositions légales particulières afin de faciliter leur organisation. Monsieur Mbelou, ce qui était un secret de polichinelle et malgré les nombreux démentis de certains semble prendre forme, Monsieur Mbelou. Mais pourquoi est-ce que ça étonne outre mesure? C'est une question que je pose. Mais je ne sais pas si vous remarquez très bien que les décisions prises par ce conseil de gouvernement n'ont pas indiqué expressément les articles de la Constitution qui devront être révisés. Je pense que vous aurez remarqué cela comme moi. Mais ce qui est un peu drôle, c'est ceci. Plusieurs compatriotes estiment que ce gouvernement va finir un jour par comprendre le jeu démocratique. Je crois que c'est une illusion à laquelle les compatriotes devraient renoncer. Regardez, essayons un peu de revisiter en quelques mots le processus électoral tel qu'il a eu lieu dans notre pays depuis les années 2000. Quand, et je ne cesserai de le répéter, M. Joseph Kabila est monté au trône congolais comme président de la République, il n'est pas passé par le processus électoral. Quand en 2006, il est élu entre griffes parce qu'en 2006, il y a eu une mascarade électorale, il n'est pas choisi par les Congolais. Il est imposé par la communauté occidentale qui cherchait à récupérer l'argent qu'il avait placé dans cette élection bidon. En 2011, il n'est pas élu par les Congolais. Il s'impose à la tête du pays comme nègre de service de la communauté occidentale en procédant par tricherie, trucage, bourrage d'urnes, massacre des Congolais, etc., etc. C'est vous dire que depuis le début de ce processus, vicié et vicieux, il n'y a pas eu un seul instant où les Congolais ont participé à des élections libres, démocratiques et transparentes. Pourquoi cela? Parce que ce n'était pas la visée de ceux qui ont organisé la guerre chez nous, de ceux qui ont orchestré la guerre chez nous. Ce que eux visaient, c'est de pouvoir faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais. Alors, ils ont pu avoir leurs nègres de service avec lesquels ils travaillent depuis lors jusqu'à ce jour. Vous n'allez pas demander à ces nègres de service-là de partir de la tête du pays, toujours entre griffes, par un processus auquel ils n'ont jamais cru. C'est là la confusion que beaucoup de compatriotes semblent faire en croyant que le gouvernement fantoche de Kinshasa va se réveiller un matin et travailler à un processus, à l'avènement de la démocratie et de l'état de droit au Congo. Hein? J'estime que nous devrions oublier cela. Mais M. Mbelou, les articles à réviser pour le moment semblent être un mystère puisque le gouvernement n'a pas communiqué explicitement sur cela. Et Mende a notamment affirmé ceci: il paraît en effet indispensable d'élaborer les règles simples et adaptées aux moyens disponibles. Chaque niveau d'élection sera ainsi doté de dispositions légales particulières qui recadrent l'organisation. Mais M. Mbelou, et pourquoi ne pas lancer une vaste consultation populaire sur un tel sujet sensible avant de se lancer dans cette révision constitutionnelle?
Mais comme vous venez de le dire, les articles ne sont pas cités. Qui sait si cette communication-là a servi de ballon d'essai? C'est d'un. De deux, vous souhaitez qu'il puisse passer par une consultation populaire. Ah, ils peuvent le faire s'ils en ont envie, mais ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont impopulaires. Ils ne peuvent pas se livrer à des consultations populaires dans un pays où ils sont impopulaires. S'ils étaient populaires, ils ne penseraient même pas à la révision de cette constitution de Liège adaptée aux circonstances congolaises de l'heure. Hein? Ils savent qu'ils sont impopulaires. De trois, nous devrions de plus en plus nous convaincre que les élections telles qu'elles sont organisées aujourd'hui sont des pièges à camp. Pourquoi? Même dans les pays que nous estimons être très avancés démocratiquement, ce ne sont pas les hommes politiques qui dirigent. Les hommes politiques servent de garçons de course. Ces pays, depuis les années 90, sont dirigés par les grandes entreprises. Ce sont les entreprises multinationales qui essayent de prendre des décisions engageant l'avenir de leur pays. Or, nous savons que ces entreprises multinationales ne répondent pas devant un parlement populaire quelconque. Donc, les décisions, les grandes décisions, même dans les pays que nous estimons être démocratiques, sont prises par des organismes, par des entreprises multinationales qui ne sont pas élus démocratiquement pour engager les populations. Mais a fortiori au Congo, comment voulez-vous qu'un pays où une guerre est organisée pour piller ses richesses puisse se réveiller un matin avec les nègres de service qui aident à pouvoir orchestrer ce pillage-là? Comment voulez-vous que ces mêmes nègres de service se réveillent un matin et décident d'organiser les élections en suivant quelques règles idoines quelconques? Il y a un faux argument que M. Mende évoque, c'est les moyens. Oh, mais il ne cesse de nous dire que le Congo fait des progrès. Le Congo a une croissance de plus de 8%. Comment voulez-vous qu'un pays qui connaît une si grande croissance ne puisse pas être capable d'organiser des élections convenables pendant que les petits pays qui n'ont pas autant de sous comme le Congo réussissent quand même à faire quelque chose? C'est-à-dire, en faisant allusion aux moyens, ces messieurs-là prouvent que depuis tout un temps, ils nous mentent. Ils mettent l'accent sur une croissance liée simplement aux exportations des matières premières et ils cachent le fait que ces exportations n'aident pas le pays à récolter les dividendes, des réels dividendes, parce que les matières premières sont vendues dans leur état brut et le gros produit, la vente de ces matières premières, n'est pas payé au pays, n'est pas réinvesti au pays. Donc petit à petit, ils commencent à mettre eux-mêmes à nu les mensonges dans lesquels ils ont roulé les compatriotes depuis tout un temps, et depuis qu'ils sont là aux affaires jusqu'à ce jour. Monsieur Mbello, dans l'hypothèse même où certaines dispositions de la Constitution pourraient être réaménagées, est-ce que cela paraît-il opportun en raison du contexte politique actuel qu'il y a à Kinshasa? Oui, prenons cette hypothèse-là. Rappelons-nous que en 2011, on se plaignait déjà en disant ceci: on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Les élections ayant déjà été annoncées, il serait malhonnête de pouvoir modifier la Constitution pendant que les élections ont été déjà annoncées. Ça, c'est un de deux.
ils sont allés, ils ont organisé des concertations pour pouvoir faire la cohésion nationale. Où est passée cette cohésion nationale? Pourquoi sont-ils devenus incapables d'appeler les compatriotes autour d'une table pour qu'au nom de la cohésion nationale, ils décident ensemble sur la ligne de conduite à tenir pour que ces élections-là se passent dans des conditions normales. Hein? Encore une fois, ils prouvent, en prenant des décisions non concertées, qui n'avaient rien à voir avec la cohésion nationale, qu'ils voudraient, comme ils l'ont toujours dit, régner tout en laissant le chien aboyer, les chiens aboient et leur caravane est en train de passer. Mais ne nous l'aurons pas du tout. Les conditions ont aussi changé. Nous pouvons tout dire, le peuple congolais est l'un des peuples les plus politisés du monde. Aujourd'hui, je ne vois pas tellement les associations de la société civile congolaise et certains partis politiques qui sont engagés à créer une certaine synergie avec ces associations-là. Je ne les vois pas accepter facilement qu'il y ait des modifications des règles du jeu au cours du jeu. Mais cela pourrait être aussi un piège tendu par ceux qui conseillent et les partis politiques de l'opposition et les associations de la société civile et la majorité au pouvoir fantoche de Kinshasa. Et qu'est-ce que ce piège viserait? Ce piège viserait une confrontation permanente entre les Congolais et les nègres de service de la communauté occidentale, une confrontation permanente qui permette à cette communauté occidentale de tirer son épingle du jeu en recourant à sa règle chérie, diviser pour régner. Il faut diviser, créer le chaos, diviser le plus possible pour pouvoir exploiter le chaos. C'est un chaos qui produit la destruction créatrice, une destruction créatrice pour cette communauté occidentale. Mais Mbelou, à la majorité présidentielle des Kabila, on estime que cette révision ne va concerner que quelques articles inadaptés, tandis que l'opposition estime qu'une modification de la loi fondamentale va la banaliser. Mais monsieur Mbelou, on a comme l'impression que les élections deviennent pratiquement un piège à con lorsqu'on concourt avec la majorité PPRD au Congo-Kinshasa. Oui, ce sont des pièges à con. Ce sont des pièges à con et elles sont faites pour leurrer l'opinion nationale et l'opinion internationale naïve. Donc quand nous parlons des élections, je souhaite toujours que nous puissions dépasser le cadre restreint du Congo. Hein? Nous sommes en train de voir ce qui s'est passé par exemple dans certains pays lors des récentes élections. Quand vous suivez par exemple les élections européennes, les résultats des élections européennes en Europe, vous comprenez que de plus en plus les peuples européens ne font plus confiance dans leurs dirigeants qui ont travaillé à la naissance de l'Europe de l'austérité et dans sa configuration actuelle. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger à partir de la base. Les populations éveillées n'acceptent plus la voie que tracent plusieurs hommes politiques aujourd'hui, plusieurs hommes politiques dont les multinationales se servent comme petites mains. Donc chez nous, il y a aussi ce problème-là, mais il y a pire, c'est que la guerre de basse intensité qui bat son plein au Congo ne prendra pas fin avec les élections bidons et pièges à con. Hein, nous avons en permanence un problème de légitimité qui date des années 60, qui n'a pas trouvé sa solution. Nous avons un problème de direction, d'un leadership responsable et unificateur. Donc, ce sont ces problèmes-là qui doivent être
résolue dans l'urgence. Hein, si les associations congolaises et certains partis politiques qui acceptent de s'engager dans une synergie pouvant nous aider petit à petit à créer des grands mouvements populaires, des partis politiques unificateurs, de façon que nous puissions, tant soit peu, atteindre une très bonne masse critique qui puisse renverser les rapports de force dans ce pays-là. Mais, M. Mbello, quelle devrait être l'attitude de l'opposition dans cette situation? Devrait-elle s'élancer et entrer dans ces processus qu'on sait viciés dès le départ? Et si elle n'y va pas, une fois de plus, on va lui reprocher de pratiquer ce qu'on appelle chez nous la politique de la chaise vide. Mais où voyez-vous la chaise? Il n'y a pas de chaise. Tout le monde est assis à même le sol. Et les chaises qu'il y a au Congo ne sont pas occupées par les Congolais. Les Congolais ne font pas la politique congolaise. Nous sommes en train de nous leurrer. J'aimerais un peu, encore une fois, résumer le problème congolais actuel. Le problème congolais actuel est un problème de néocolonisation. C'est un problème du triomphe du néolibéralisme avec ses règles de libéralisation, de déréglementation, de privatisation. Ce qui fait que les néolibéraux, avec leurs multinationales, gèrent le Congo par les nègres de service interposés. Les nègres de service n'ont pas de chaise. Ils sont assis à même le sol. De temps en temps, ils roulent dans les grosses voitures pour impressionner. Mais ce ne sont pas les nègres de service qui gèrent nos terres. C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui gèrent l'argent par ces nègres de service interposés. Nos services de sécurité sont infiltrés par les nègres de service de la communauté occidentale. Donc, le Congo actuel est un terrain vague, sans État. Hein, voilà pourquoi la tâche urgente serait d'abord que les associations et les mouvements populaires s'unifient de plus en plus et arrivent à créer une masse critique qui puisse demain se mettre debout et renverser les rapports de force, non pas pour une alternance politique, mais pour une alternative systémique. Parce que le problème se pose au niveau du système. Et le système qui gère le Congo est amoral. C'est le même système qui gère à peu près plusieurs pays aujourd'hui. Et ce système est transnational. Il est géré par le 1% de ceux qui ont ravi aux populations mondiales toutes les richesses et qui les gèrent comme ils l'entendent. Donc, essayons d'aller au fond des questions. Est-ce que c'est prouvé que si l'opposition fait l'alternance politique, réussit l'alternance politique, elle devra arriver à chambarder le système, à refonder l'État sur d'autres bases que les bases néolibérales actuelles? Je ne suis pas très sûr. Pourquoi? Je vous l'ai dit à 2-3 reprises, parce que ce que nous appelons opposition et ce que nous appelons majorité politique, des majorités présidentielles, les deux camps sont gérés par les mêmes forces extérieures qui sont au service du néolibéralisme, de la néocolonisation du Congo et de la mise en coupe réglée de cette partie de l'Afrique qui est son cœur. Donc ce n'est pas une évidence que demain, cette fameuse opposition va réussir une alternative politico-économique pour redonner au Congo son initiative historique et en faire un véritable État souverain. Voilà pourquoi il faudrait qu'elle implique, si elle veut aller de l'avant, elle doit beaucoup plus aller vers les grands mouvements unificateurs et arriver à faire de nos masses populaires, de faire avec nos masses populaires, de créer des masses critiques avec nos masses populaires, de créer des lieux où ces masses peuvent déjà ici et maintenant s'assumer et chercher à répondre par exemple à certaines questions
sociopolitiques qui se posent en leur sein. Très bien, pour revenir à cette réforme constitutionnelle, au cours de sa dernière visite officielle, le 5 juin dernier à Kinshasa, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC russe Feingold a insisté sur la nécessité de son pays de voir la RDC organiser l'élection présidentielle avant fin 2016 dans le respect de l'actuelle constitution. Mais M. Mbelou, les derniers événements à Kinshasa indiquent plutôt que Kabila et sa majorité vont tout mettre en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Mais ils ne se maintiennent pas au pouvoir. Je vous rappelle les paroles de François Mitterrand à sa femme Danielle Mitterrand. Et François Mitterrand disait ceci: avoir le gouvernement ne signifie pas avoir le pouvoir. Et il ajoutait qu'il n'a pas le pouvoir de faire face à la Banque mondiale et au capitalisme, au néolibéralisme. Hein, c'est moi qui fais ce petit commentaire-là. Mais il disait, entre autres, qu'avoir le gouvernement ne signifie pas avoir le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de la Banque mondiale et des institutions financières internationales. A fortiori au Congo, ils ne se maintiennent pas au pouvoir parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils se maintiennent à leur place de nègres de service. Mais M. Mbelou, ils ont l'impérium au Congo, ils ont l'impérium à Kinshasa, ils répriment toutes les manifestations politiques que l'opposition veut organiser, ils contrôlent les médias officiels. Vous savez, M. Mende livre ses one-man show régulièrement dans tous les médias, il organise des conférences de presse régulièrement. Et voilà, ça, ce sont des faits évidents qui attestent qu'ils ont un certain impérium à Kinshasa. Maintenant, vous mettez une nuance en disant ils ont un certain. C'est déjà bien. Mais regardez, ils jouent du théâtre en laissant les véritables acteurs, les acteurs majeurs, agir dans l'ombre. Parce que si les acteurs majeurs se mettent à agir au grand jour, et comme ce sont des vampires, ils ont peur d'être vus. Voilà pourquoi ils laissent leurs nègres de service s'agiter, réprimer, tuer. Regardez, la répression signifie quoi? La répression, c'est à peu près jouer à la répression, c'est assumer le rôle du négrier, du colon d'hier, qui opprime, qui tue, qui massacre, qui fait... Donc il y a dans ces gestes qu'ils posent là, la négation du moi africain, du moi congolais. Ils se nient eux-mêmes à travers les actes de barbarie, de répression qu'ils posent à l'endroit de nos populations. Et cela relève de ce que nous appelions l'autre fois avec Aminata Traoré. Ce sont des gens dont l'imaginaire a été violé. Ils assument aujourd'hui le rôle des capitans médaillés en essayant de massacrer, d'intimider, de criminaliser les populations congolaises. Donc, ils ont pris la place du négrier et du colon d'hier. Ce sont les négriers des temps modernes à qui nous avons affaire. Et pour la plupart, ce sont des élites compradors. Ils jouent ce rôle parce qu'ils se partagent les miettes qui tombent des tables des cosmocrates, des multinationales qui pillent le pays et le mettent en coupe réglée. Très bien. Autre chose, les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès ce samedi 14 juin au Palais du Peuple de Kinshasa ont désigné Eugène Banyakoulouapé, Félix Mvundoye Tepemako et Corneille Wasena Songo en qualité de membres de la future Cour constitutionnelle. Cependant, les groupes parlementaires UDPS et Alia claquaient la porte, dénonçant un manque criant de transparence. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, prévu par la Constitution de 2006, cette Cour n'avait jamais été mise en place. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, mais cette mise en place en ce moment précis? Et surtout les rôles que joue ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle à Kinshasa une opposition républicaine, dont on a l'impression qu'elle sert plus d'une opposition d'appoint à la majorité Kabila.
Non, il n'y a pas d'opposition républicaine à Kinshasa. Il n'y a pas d'opposition républicaine. Mais c'est l'opposition animée par M. Kengo qui se dénomme ainsi, elle se dénomme ainsi, l'opposition républicaine. Et il semblerait que M. Mvundoa ait été le candidat de l'opposition républicaine, hein, qui a été désigné à cette cour constitutionnelle. Il a été proposé par M. Kengo, d'après les informations qui viennent de Kinshasa. Non, nous sommes là en plein dans l'inversion sémantique. Hein, on bombe le torse en disant qu'on est une opposition républicaine alors qu'il n'en est pas question. Et vous posez une question très intelligente et très sage. Comment une cour institutionnelle prévue depuis 2006 n'a vu jour que maintenant, c'est-à-dire 8 ans après? Vous pouvez vous-même répondre à votre question en constatant que créer des structures qui fassent fonctionner ce pays-là comme un État digne ne rentre pas dans la préoccupation des négriers des temps modernes, du conglomérat d'aventuriers est venu dans les sacs des guerriers qui sont arrivés chez nous vers les années 1996. Là, ce sont des petites preuves palpables de la manière dont travaillent ces messieurs-là. Donc, ils n'avaient pas ça. Le problème n'est pas là. D'ailleurs, ils n'ont même pas envie qu'il y ait simplement un pluralisme politique dans ce pays-là et qu'il y ait des institutions juridiques ou judiciaires qui aident ce pays à se remettre sur les rails. Pourquoi? Faire cela, c'est couper la branche sur laquelle ils sont assis. Il y a beaucoup de criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, de criminels économiques parmi eux. Alors, mettre en place ces structures-là, ça peut être le conseil constitutionnel, ça peut être le conseil pour les droits de l'homme, ça peut être un tribunal mixte. Non, ça dérange. Ça dérange parce que ce sont des institutions qui risquent de se retourner contre eux. Et puis, ça traîne aussi pour leur permettre de jouer au clientélisme. Comment voulez-vous que ces gens qui nous ont dit qu'ils sont venus pour chasser les Mobutistes soient aujourd'hui en train de coopérer très bien avec les Mobutistes, hein? Et vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a d'une part les nouveaux prédateurs et les vieux dinosaures, une certaine catégorie de vieux dinosaures et de nouveaux prédateurs qui coopèrent très bien. Donc leur projet n'était pas de chasser les Mobutistes pour qu'il y ait alternance politique. Leur projet était de venir manger, de venir bouffer, comme on dit chez nous. S'ils bouffent ensemble, ils peuvent se donner, s'octroyer les postes qui les arrangent, et tout va mieux dans le meilleur de monde. Le peuple, nos populations peuvent crever, elles peuvent vivre dans la misère la plus noire. Non, ce n'est pas leur problème. Très bien, une trentaine de personnes ont été tuées à Mutaroule ainsi qu'à Nyamugali et Katakema, c'est dans le nord Kivu, je pense. C'était les vendredis 6 juin et samedi dans la nuit. Ça s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi 6 juin. Et ce sont des hommes armés dont l'identité reste encore à déterminer. C'est qui auraient commis ces faits-là. Et c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et des sources locales, poursuit Radio Okapi, ils font état de plusieurs habitations et d'une église qui ont été incendiées. Et le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouwej, s'est rendu sur place le mercredi 11 juin et il s'est dit scandalisé par les atrocités commises dans cette localité. Monsieur Mbelou, est-ce que cela n'est pas du déjà entendu, ce genre de propos qui, par la suite, ne donne suite à rien de concret, parce que on fait de telles déclarations et puis après peut-être on va dire on va créer une commission d'enquête et qui n'aboutira à rien. On a comme l'impression que chez nous
créer une commission d'enquête, c'est une manière d'enterrer ce genre d'affaires. J'ai essayé de suivre les images des jeunes qui ont essayé d'organiser le deuil après le massacre de nos compatriotes là. Et j'avoue que j'ai été très édifié. J'ai été très édifié en me rendant compte que nous avons aujourd'hui des compatriotes qui sont debout, qui ne reculent pas, même quand la mort frappe au cœur de certaines de nos familles, au cœur de certains de nos quartiers. Nous avons de plus en plus des jeunes compatriotes qui se mettent debout parce que ils veulent lutter contre la mort. Ils veulent lutter contre la banalisation de la mort. Ça, c'est un point positif. Hein? Comme pour vous dire, à force d'être confrontés à ces massacres à répétition, mais surtout à force d'être pris dans les tenailles de cette guerre de basse intensité qui dure depuis maintenant plus de 2 décennies, il y a une autre race de Congolais qui est en train de naître, et cette race finira par créer une résistance qui fasse mal aux maîtres du monde qui orchestrent ces massacres-là. Là, c'est très très positif. Alors, mais est-ce qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'exceptionnel de la part du pouvoir fantoche de Kinshasa? Non! Non! Ce qui se passe, c'est quoi? C'est la guerre dans la guerre. Il y a là des actes, des actes criminels, il y a là des actes d'intimidation qui doivent créer la peur au cœur de nos populations, qui doivent démobiliser nos jeunes populations, qui doivent créer la panique psychologique. Donc il y a là une façon de mener une guerre dans la guerre. La guerre de basse intensité dévoile là sa dimension de guerre psychologique. N'oubliez pas que ceux qui nous font la guerre nous ont dit ceci à un certain moment donné, il n'y a pas très longtemps, qu'ils vont nous aider comme ils l'ont fait avec le Soudan et l'ex-Yougoslavie. Comment ont-ils fait au Soudan? Ils ont divisé le Soudan en Soudan du Sud et en Soudan du Nord. Comment ont-ils fait avec l'ex-Yougoslavie? Ils l'ont subdivisé. Et je vais vous citer dernièrement un petit livre d'une centaine de pages, facile à lire, de Jacques Hogar. Le livre est intitulé « L'Europe est morte à Pristina ». Quand vous lisez un petit livre comme celui-là, vous comprenez ce qui est en train de se passer entre les négriers des temps modernes qui sont au Rwanda et ceux qui sont au Congo. Ils coopèrent parce qu'ils sont gérés par les mêmes maîtres. Et les actes d'intimidation, les massacres, les crimes qui sont commis sur nos populations font partie de leur projet d'extermination des Congolais, de balkanisation du Congo et de faire main basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais. Donc ils iront de temps en temps pour faire semblant de consoler nos populations, mais ils font partie du projet d'extermination des Congolais, de balkanisation, d'implosion du Congo. Très bien, pour finir, un mot sur les procès Bosco Ntaganda qui a été renvoyé, et l'ONG britannique Human Rights Watch demande à la CPI de cibler les vrais responsables soupçonnés d'avoir soutenu des groupes armés dans les Nord Kivu. Et c'est dans un communiqué publié le mercredi 11 juin que cette organisation estime que la justice ne sera pas complète si les individus qui ont appuyé et armé les milices sanguinaires de la RDC ne sont pas inquiétés. Vous avez une idée sur les vrais responsables dont Human Rights Watch parle dans les contextes actuels où il y a eu des échanges de tirs entre le Rwanda et le Congo? Je rigole même si c'est tragique. Rassurez-vous que le jour où l'on va mettre la main sur les véritables responsables
de la guerre de basse intensité menée dans notre pays, le monde va connaître une très grande révolution. Les véritables responsables ne sont pas tous au Congo. Ils sont dans les bureaux de Londres, de Washington, de Paris, de Bruxelles. Ils sont dans les conseils d'administration des multinationales qui pillent le Congo. Ils sont dans... certains travaillent avec l'ONU. Donc, ce souhait-là, si ce souhait-là pouvait se réaliser, le monde connaîtrait un changement copernicien. Mais ce n'est pas cela. J'espère que c'est cela que Human Rights cherche, mais je ne crois pas beaucoup. Pourquoi? Qui finance Human Rights Watch? Ce sont les mêmes qui font la guerre à travers le monde. Qui finance Human Rights Watch? Et puis, revenons un peu au cas Tanganda. Karegeya, avant de mourir, a dit ceci: ce n'est pas Tanganda qu'on devrait arrêter, c'est Kagame. Tanganda a été mis au service de... Kagame a mis Tanganda à son service. Mais Kagame, c'est quoi? Kagame, ce sont les élites anglo-saxonnes qui l'ont armé. Et jusqu'à ce jour, les militaires rwandais et ougandais sont entraînés par certains membres de l'armée américaine. Hein? Ce sont là les véritables responsables. Mais qu'on n'arrêtera jamais. Qu'on n'arrêtera peut-être pas. Jamais, il faut renoncer à jamais parce que on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Mais ceux-ci ne sont pas facilement arrêtables. Pourquoi? Parce que la guerre qui se passe au Congo est aussi la guerre de la politique et de la justice internationale. Et je reviens à un titre, ou à deux titres, le livre de Florence Hartmann intitulé « Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale ». Vous prenez l'autre livre là de Pierre Péan, c'est « Carnage, les guerres des grandes puissances en Afrique ». Les véritables commanditaires de la guerre au Congo, ce sont les grandes puissances en Afrique. Vous prenez Noir Canada, vous avez les différents conseils d'administration de certaines multinationales impliquées dans cette guerre-là, et ce sont eux les véritables responsables. Mais quand nous disons cela, nous n'affirmons pas que les nègres de service n'ont pas leur part de responsabilité, parce qu'ils travaillent de manière transnationale. Et aujourd'hui, vous avez sur le net des listes de ces nègres de service qui sont impliqués dans ces massacres, dans ces crimes. Peut-être qu'un jour, ils pourront répondre. Ils pourront répondre de leur forfait, et cela d'autant plus qu'ils n'y ont pas dû faire. J'aimerais revenir sur un élément qui me semble être important. Oui, allez-y, comme ça on va finir. Essayons d'étudier les autres guerres que les mêmes commanditaires ont déjà menées. Nous verrons qu'ils sont capables, comme ils l'ont fait avec l'ex-URSS, ils sont capables de vous mener une guerre pendant plus de 50 ans dans un amoralisme éhonté. C'est comme ça qu'ils font. Et surtout aujourd'hui, que plusieurs d'entre eux sont devenus des parasites vivant du sang qu'ils sucent au sud du monde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.